Renommée loi confortant les principes de la République a été adoptée à l'Assemblée nationale. Il sera discuté au Sénat à partir du 30 mars. Ce projet, que peu de gens ont lu, est extrêmement dangereux pour les droits de tous les citoyens en général et pour les citoyens musulmans ou supposait-elle en particulier. Ce projet s'inscrit dans un contexte politique de banalisation des idées d'extrême droite et en particulier de banalisation d'une islamophobie désormais décomplexée. Ce projet de loi porte d'abord atteinte aux libertés associatives garanties par la loi 1901 et plus particulièrement aux libertés de pensée et d'expression politique. Le texte de loi comporte en effet plusieurs articles remettant explicitement en cause ces libertés. Un de ces articles prévoit la mise en place d'un contrat d'engagement républicain. Ce même article impose aux associations une mission de sauvegarde de l'ordre public. Oui, vous avez bien entendu, une mission de sauvegarde de l'ordre public, c'est-à-dire que tout contestataire pourra être considéré comme étant en infraction avec la loi. Il sera ainsi désormais interdit aux associations d'avoir un discours critique vis-à-vis des politiques publiques. Les associations qui étaient jusqu'à présent des acteurs de la vie et du débat démocratique sont ainsi transformées en courroies de transmission de la parole d'État, en porteurs de la parole d'État. Elles sont tout simplement transformées en supplétifs de l'État. Un tel article pourra ainsi être mobilisé pour interdire une association ou restreindre ses droits à partir du moment où elle dénonce le racisme d'État, les violences policières, l'islamophobie ou lorsqu'elle critique trop fortement l'État israélien. Le gouvernement ouvre la porte à la dissolution de toute structure qui s'oppose à lui et porte un discours critique à l'égard de ses actions. Avant même le vote de cette loi, l'Observatoire de la vie associative dénonçait les entraves à la vie associative de la part du gouvernement Macron. En octobre dernier, cet observatoire dénonçait une tendance à une citoyenneté réprimée sous la forme du chantage à la subvention ou de la menace de dissolution. Le contrat d'engagement républicain est doté de moyens importants pour faire peser une menace permanente et pousser ainsi les militants associatifs et politiques à l'autocensure. Un agrément ou des subventions pourront être refusées au prétexte du non-respect du contrat d'engagement républicain. L'exigence du remboursement des subventions passées sera même possible en cas de non-respect de ce soi-disant contrat. Cela entraînerait aussi la perte d'un agrément indispensable pour agir en justice en tant que partie civile, par exemple dans le cas des violences policières, pour intervenir en milieu scolaire ou extrascolaire, pour interdire l'accès aux salles et aux équipements publics. Plus grave, l'article 8 prévoit la possibilité de dissoudre une association par simple décision administrative, excluant ainsi la justice pour des agissements individuels d'un de ses membres. Il s'agit ici de la remise en cause du fonctionnement démocratique associatif qui repose sur la responsabilité collective et sur des prises de parole collectives. Les commentaires sur les réseaux sociaux de personnes liées à l'association et même des simples followers seraient reconnus comme des éléments justifiant la dissolution d'une association, même si ces messages sont postés à titre personnel. Un large pan de cette loi a ainsi pour objectif d'encadrer, de contrôler, de sanctionner davantage l'action associative. Le projet de loi cite en effet 10 principes républicains dont le non-respect ouvrirait une répression légale. Et nous qui pensions que nous n'en avions que 3, la liberté, l'égalité et la fraternité, voilà qu'on en a 10 maintenant. Les 3 principes républicains que sont la liberté, l'égalité et la fraternité sont remplacés par une liste floue à la Prévert, ouvrant à toutes les interprétations. Bien sûr, le flou de définition de ces principes permettra d'invoquer un de ces 10 principes pour toute association que l'on veut faire taire. Les formules vagues du projet de loi permettent d'élargir sa portée à d'autres structures collectives comme les syndicats. Un amendement est ainsi annoncé au Sénat pour élargir aux syndicats le contrat d'engagement républicain. Par ailleurs, plusieurs activités liées aux syndicats ont une forme juridique associative, comme les instituts de recherche syndicale
de formation. Ou encore les instituts de défense de consommateurs ou de loisirs par exemple, et peuvent d'ores et déjà être sous le coup de cette nouvelle loi. D'ailleurs, le projet de loi élargit l'obligation de neutralité des services publics et de leurs agents aux salariés des entreprises délégataires du service public et aux associations ayant obtenu un contrat de commande publique. Ces salariés, bien que n'étant pas fonctionnaires, devront s'abstenir, je cite, de manifester leur opinion, notamment religieuse. Le terme notamment est sciemment utilisé pour justifier toutes les répressions souhaitées. Aujourd'hui, on nous précise notamment religieuse, ce qui veut dire que ça s'ouvre à d'autres opinions. Concrètement, cela signifie qu'une troupe de théâtre ayant obtenu un financement public pourra être poursuivie si dans sa prestation, elle dénonce l'islamophobie ou les violences policières par exemple. S'il s'agit d'un salarié, celui-ci pourra être licencié sans recours possible. Cette disposition inverse la logique de la laïcité. La laïcité, c'est en effet l'obligation de neutralité de l'État. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est l'obligation de neutralité des individus. La première liberté attaquée par le projet de loi séparatisme est bien la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté associative, la liberté de contester. Mais ce projet de loi ne s'arrête pas là. Il s'attaque également aux droits des femmes. L'article 14 prévoit ainsi l'extension de la réserve de polygamie à l'ensemble des titres de séjour. Des femmes actuellement en situation régulière pourront ainsi se voir retirer leur titre de séjour en conséquence du retrait du titre de leur époux polygame. Malgré un long séjour en France en situation régulière avec leurs enfants, elles pourront du jour au lendemain être transformées en sans-papières. Sous le prétexte de protéger les femmes, on s'attaque ainsi aux femmes et à leurs droits. Il en est de même pour les pensions de réversion, qui ne pourront être désormais attribuées qu'à une seule des épouses, jetant ainsi les autres épouses et leurs enfants dans la misère immédiate. Il en est de même du fameux article portant sur les certificats de virginité. Cette pratique extrêmement rare, selon le dire des professionnels de santé, 3 par an en moyenne, est mise en avant comme une réalité importante pour une nouvelle fois justifier une logique répressive. L'article 16 prévoit en effet des sanctions contre les médecins qui délivreraient de tels certificats. Une tribune nationale de gynécologues, de plusieurs centaines de gynécologues, a été publiée dans laquelle ils soulignent les conséquences désastreuses pour la petite minorité de femmes concernées. Cette tribune énonce, je cite, « Alors oui, on peut être amené à fournir un certificat à une jeune femme si elle a besoin d'un papier disant qu'elle est vierge pour qu'on arrête de la harceler, pour lui sauver la vie, pour la protéger car elle est affaiblie, vulnérable ou menacée dans son intégrité ou sa dignité. Dès lors, délivrer ce certificat, ce n'est pas faire, disent les gynécologues, le jeu des intégristes qui l'exigent, bien au contraire. » Après avoir interdit l'accès à l'école publique pour les jeunes filles portant le foulard en 2004, le nouveau projet de loi s'attaque désormais aux écoles privées associatives qui étaient les dernières à les accueillir. En rendant plus difficiles les possibilités d'instruction à domicile ou dans une association, ce projet de loi s'attaque d'abord aux femmes en les excluant du droit à l'éducation. La seconde menace de ce projet de loi est bien celle du droit des femmes. Mais ce projet ne s'arrête pas là. L'article 18 reprend l'article 24 de la loi sur la sécurité globale. Vous savez, cet article où on voulait interdire le droit de filmer les violences policières. Le flou de la formulation permet une nouvelle fois d'attaquer la liberté d'informer. Quel sera le sort de ceux qui documentent les violences policières, les actes de racisme ou les discriminations? Le projet de loi parle ainsi à plusieurs reprises d'atteinte à l'intégrité psychique, notamment pour les personnes dépositaires de l'autorité publique. Critique à policiers pourra ainsi faire tomber sous le coup de la loi. Mais ce projet de loi ne s'arrête pas là. En cherchant à se légitimer comme une loi contre l'islamisme ou le terrorisme islamiste, le projet de loi stigmatise les personnes musulmanes ou supposées telles, considérées comme danger pour la République. La troisième menace de ce projet de loi est ainsi d'instituer officiellement une islamophobie d'État. Mais le projet de loi ne s'arrête pas là. Plusieurs articles sont attentatoires à la liberté de culte, qui est pourtant le cœur de la laïcité historique et la raison de son émergence. C'est en effet pour garantir la liberté de culte et de non-croyance à tous qu'est née la laïcité. Historiquement, la laïcité est un principe de liberté qui nous permet de vivre dans une société avec nos croyances ou nos non-croyances. Plusieurs articles du projet de loi
bafoue la laïcité historique en s'ingérant dans les affaires religieuses de surcroît pour un seul culte. Le projet de loi prévoit ainsi une labellisation du statut des imams, la même exigence n'étant pas posée pour les autres cultes. Pour avoir le statut d'imam, il va falloir passer par un filtre étatique désormais. C'est une atteinte grave à la liberté d'organisation du culte. C'est discriminatoire parce qu'on n'impose pas ces restrictions-là à d'autres cultes en France. La quatrième menace de ce projet de loi est ainsi d'être une atteinte à la liberté du culte, à la neutralité de l'État, c'est-à-dire à la laïcité. Ce projet de loi s'argumente de la lutte contre le terrorisme comme s'il n'existait pas déjà tout un arsenal juridique et normatif permettant de lutter contre la menace terroriste. Cette nouvelle loi sera ainsi complètement inefficace dans cette lutte contre le terrorisme. En revanche, il habitue un peu plus le peuple de France à un État autoritaire. Car il ne faut pas se tromper. Au-delà des musulmans, et supposait-elle, cette loi s'attaque à l'ensemble des militants qui refusent les injustices. Nous avons déjà connu cela avec les violences policières, qui pendant longtemps ont été principalement utilisées dans les quartiers populaires, avant de s'étendre aux militants écologistes, aux militants contre la loi dite El Khomri, aux gilets jaunes. Tous ceux qui se mobilisent contre la loi sécurité globale, mais se taisent sur la loi sur le séparatisme, font ainsi une erreur stratégique grave. À chaque fois qu'une atteinte au droit pour une partie de la population a été banalisée dans l'histoire, elle s'est ensuite élargie à l'ensemble de la population. C'est pourquoi nous avons décidé, en dépit de l'isolement et des incohérences d'une grande partie de la gauche, de maintenir la mobilisation aujourd'hui dans plus d'une vingtaine de villes de France. Elle n'est que le début d'une mobilisation durable sur l'ensemble du territoire national pour non seulement exiger le retrait de ce projet de loi, mais pour combattre l'islamophobie d'État, qui n'est qu'un des aspects d'une fascisation beaucoup plus globale. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Le problème de Macron, qui est séparatiste. Dans les périodes de fascisation comme celle que nous vivons, et malheureusement l'histoire en a connu d'autres, dans les années 30 en particulier, dans toutes ces périodes-là, le plus grand danger est l'éparpillement des luttes. Le plus grand danger est de ne pas comprendre qu'un même pouvoir divise, qu'un même pouvoir diabolise certains pour faire marcher sa logique infernale de remise en cause de nos droits et d'imposition d'un État autoritaire. Lorsque, dans les années 30, on demandait à Frantz Fanon pourquoi il était contre l'antisémitisme, il répondait « Ne nous trompons pas, que vous soyez croyant ou athée, que vous soyez blanc ou noir, lorsqu'on attaque un juif, c'est vous que l'on attaque. » C'est la même réalité aujourd'hui que ce que nous vivons par la diabolisation des musulmans, ou supposait-elle. Nous n'avons pas le choix, ou nous décidons de subir, ou nous nous unissons. Alors tous ensemble, s'unir, pour ne pas subir, s'unir, pour ne pas subir, s'unir, pour ne pas subir, s'unir, pour ne pas subir. Retourner dans nos quartiers populaires et réveiller les consciences, appeler les gens à dépasser leur peur et à descendre dans la rue. Nous sommes peu aujourd'hui, nous serons plus nombreux demain, car le Front contre l'islamophobie et pour l'égalité des droits de toutes et de tous a décidé que cette lutte ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas déraciné au sein de l'État tous les projets de loi et toutes les lois racistes et islamophobes. C'est donc le début d'un combat et il y aura de très nombreux autres rendez-vous. Donc retournons dans nos quartiers pour que la prochaine fois, eh bien, plus de personnes aient dépassé leur peur et que le mouvement grandisse, que les quelques dizaines présents aujourd'hui deviennent quelques centaines, quelques milliers, quelques dizaines de milliers plus tard. Et je voudrais m'adresser maintenant à ceux qui ne sont pas musulmans, à ceux qui sont athées ou d'autres croyants, pour leur dire. Votre sort est lié au sort de la population qui est actuellement la plus attaquée. Votre sort, votre avenir est lié à la défense de cette population. Jamais une minorité n'a été opprimée sans que les attaques s'étendent ensuite à d'autres. Et ceux qui pensent que nous exagérons ont tout simplement oublié les leçons de l'histoire.
Ceux qui attendent qu'il y ait des défilés, des chemises brunes dans les rues pour crier au fascisme, ils ne se rendent pas compte du processus de fascisation. Il faut qu'ils se rappellent que c'est légalement que Hitler est venu au pouvoir, que c'est légalement que Mussolini est venu au pouvoir. C'est par la fascisation qu'arrive le fascisme et non pas du jour au lendemain comme cela. Et c'est maintenant qu'il faut se battre pour que nous n'ayons pas le fascisme demain. Et se battre contre ce fascisme qui nous insinue doucement, lentement, en banalisant, nous habituant à la remise en cause de nos droits. Se battre contre cela, c'est d'abord défendre immédiatement les plus attaqués, les plus opprimés. Et c'est pour cela que la loi contre le séparatisme doit donner naissance à un mouvement de contestation qui va grandissant. Mais ce mouvement de contestation contre la loi sur le séparatisme n'est pas isolé du reste. Ce n'est pas par plaisir qu'ils mettent en avant l'islamophobie aujourd'hui. C'est parce qu'ils sont dans une logique, qui est la logique, nous la connaissons tous, ultralibérale, qui est une logique qui vise à imposer une paupérisation, une précarisation massive. Et pour cela, il faut diviser. Pour cela, il faut faire peur. Pour cela, il faut éviter la convergence des luttes. C'est pour cela que nous allons nous unir pour ne pas subir. Ça permet de rappeler que les violences policières ne peuvent pas être décrites comme des bavures. Elles sont le résultat d'un type d'organisation de la police, de missions qui lui sont confiées, de la diabolisation de certaines populations. Nous comptons à l'heure d'aujourd'hui plus de 600 personnes assassinées dans ces 25 dernières années. Ce n'est pas 1 ou 2 ou 10, 600. Ce qui montre bien que cette nouvelle loi contre le séparatisme en fait se greffe sur une tendance longue qui est une tendance à l'autoritarisme et à la destruction de nos libertés.